Nous avons un intérêt commun avec les États-Unis à faire passer la centrale de Zaporijjia sous contrôle ukrainien, mais aussi à commencer à mener des opérations sur cette centrale, parce que cela pourrait développer d'autres possibilités de coopération entre nos deux pays. Nous avons besoin de plus d'électricité pour tout projet qui pourrait être et sera mis en œuvre en Ukraine avec les États-Unis. Nous avons besoin de plus d'électricité pour la reconstruction du pays. C'est pourquoi c'est si important. Lucas Manger, qu'est-ce qu'elle aurait à gagner l'administration Trump en prenant cette centrale sous son aile? Rien n'est jamais gratuit pour Trump, donc qu'est-ce qu'on a? En gros, on produit du courant et on partage une partie des bénéfices, c'est ça l'idée? Le rétablissement d'une forme de business en Ukraine, c'est-à-dire que c'est très malin de la part des Ukrainiens parce que c'est le seul langage que Donald Trump comprend. C'est pas là, il parle assez peu de choses militaires. Il dit on aimerait vous confier cette centrale pour que l'énergie revienne, que l'électricité revienne dans le pays, qu'on puisse du coup reconstruire plus facilement. Et reconstruire plus facilement, ça veut dire tout simplement qu'il y ait des investisseurs étrangers, donc notamment américains, qui aient une vie économique qui reparte dans le pays à laquelle vous pourriez participer. C'est en fait, après 3 mois de Trump, les Ukrainiens comprennent parfaitement le langage, et pas seulement le langage, la logique qui plaît à Trump, qui n'est pas une logique d'armée. Trump n'aime pas la guerre, il le dit en permanence. Ce qui lui plaît, lui, c'est le combat économique et le combat, la négociation pour gagner de l'argent. En gros, donc, ça piétine un petit peu sur les minerais, donc on tente une autre porte d'entrée, quoi. Voilà, non mais c'est lié à l'accord sur les minerais, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau des annonces sur le fait que l'accord sur les minerais stratégiques et les métaux rares pourrait être signé la semaine prochaine. Et bien, dans le même temps, les Ukrainiens ont compris qu'ils ne pouvaient pas mettre de conditions et qu'ils ne pouvaient pas imposer des conditions à Trump, mais c'est du judo, c'est-à-dire utiliser la force de l'adversaire, et là les États-Unis sont quasiment un adversaire, et utiliser la dynamique de Trump pour l'embarquer avec eux dans une logique qui est tout simplement une logique de reconstruction du pays. Et donc là, ce ministre de l'énergie, c'est très malin ce qu'il dit. Il parle pas, encore une fois, il parle pas de guerre, il parle pas de mort, il parle pas de bombardement, il parle de voilà, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour faire du business. Allez-y, venez. Et ça pourrait aussi être un package, en effet, entre électricité d'un côté et minerais. C'est comme disait Michel, sur un malentendu, peut-être que Trump va tout d'un coup se dire « Ah mais oui, elle est formidable cette centrale, pourquoi est-ce qu'on la prend pas ?» Il y a une raison pour laquelle on ne va pas la prendre, c'est qu'aujourd'hui, elle est aux mains des Russes. Voilà. Bien sûr. Et non seulement elle est aux mains des Russes. Grosse raison quand même. Oui. Non seulement aux mains des Russes, mais dans les exigences des Russes pour avoir des pourparlers de paix, la région de Zaporijjia, y compris sa centrale, doit être entièrement au contrôle des Russes. Et oui. Donc là, là où les Ukrainiens ont été extrêmement malins, c'est qu'ils proposent quelque chose à Trump qui ne serait que réalisable si l'Ukraine récupère la centrale et Zaporijjia. Mais il y a aussi un danger, et moi je vois le même danger avec l'accord sur les minerais, parce qu'il faut quand même savoir que les Américains aujourd'hui sont en train de parler avec les Russes sur l'exploitation de terres rares, de métaux rares en Russie. Et qui nous dit que dans des discussions à huis clos entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine, il n'y a pas une discussion sur, finalement, qui est-ce qui nous accorderait le meilleur accès aux terres rares ukrainiennes, si elles sont sous contrôle russe ou si elles sont sous contrôle ukrainien? Qui nous donnerait un meilleur accès éventuellement à une exploitation conjointe de la centrale de Zaporijjia? Est-ce que ce seront les Ukrainiens ou est-ce que ce seront les Russes? Donc je crois qu'il faut faire très attention avec toutes ces bonnes idées que les Ukrainiens ont pour attirer les États-Unis vers eux, pour donner une raison aux États-Unis de les défendre. Mais puisque les États-Unis, l'administration de Trump, finalement, je crois qu'elles s'en fout complètement de qui a la main sur ces terres rares et sur cette centrale, pourvu qu'eux puissent en profiter. Donc voilà, c'est juste le bémol que je mets à cette belle idée, sans oublier le fait qu'aujourd'hui, elle est aux mains des Russes. Mais rapidement. La Russie n'autorisera jamais les États-Unis à avoir la main ou à être transparents sur des infrastructures stratégiques. Ils autorisent déjà pas des journalistes étrangers à se rendre sur le front. Donc vous imaginez une centrale nucléaire et des terres rares. Donc ça, peut-être aussi les États-Unis vont finir par s'en rendre compte. Puisqu'on parle de nucléaire, justement, les douanes finlandaises, figurez-vous, ont découvert près de 30 cartons de documents sensibles liés à la construction d'une centrale nucléaire. Alors concrètement, ces cartons, ils étaient manifestement destinés à la Russie. Le suspect, entre autres, est le directeur d'une entreprise de construction finlandaise. Lucas Manger, dans cette histoire,
On a l'impression qu'on assiste là à un parfait exemple d'espionnage russe. Une personne était infiltrée parmi la société et les entreprises finlandaises pour ensuite se servir des données qu'on allait ensuite envoyer à la Russie. Mais pour faire quoi ? En gros, documents nucléaires, ça nous sert à quoi ? À construire une centrale du côté de la Russie ? A priori, on sait déjà le faire. Est-ce que ça sert à préparer une attaque nucléaire sur le sol finlandais, peut-être ? Ce qui est sûr, c'est que la Finlande est une des cibles potentielles de la Russie. Il faut jamais l'oublier. Jamais oublier la guerre qui a eu en 39-40, la guerre d'hiver, magnifiquement décrite récemment dans un livre d'Olivier Norek. Mais cette guerre qui a été très courte, mais extrêmement sanglante, dans laquelle la Russie a manipulé d'ailleurs déjà à l'époque des informations pour prétendre que la Finlande attaquait la Russie et essayer de faire capituler la Finlande, ce qu'elle a échoué à faire, tout en prenant une partie de son territoire. La Finlande fait partie des obsessions russes parce que la Finlande, ils considèrent que globalement, ça a été brièvement russe dans les années 20, et ils considèrent qu'ils auraient dû, de la même manière que ce dont on parlait tout à l'heure, que les pays baltes, la Finlande fait partie du système non pas de l'empire, mais de l'empire, des marques de l'empire russe. Et donc, je ne sais pas, pour répondre précisément à votre question, ce à quoi cet espionnage est destiné, et ce qu'ils ont fait exactement, et à qui c'était destiné, si ce n'est qu'en tout cas, ils considèrent que ce pays est une menace, est une cible, et que donc, aller espionner là-bas, savoir ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine du nucléaire, savoir ce qu'ils sont en train de faire dans tous les domaines militaires, sachant que la Finlande, récemment, après une très longue période de neutralité entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, a rejoint, comme l'ensemble des pays scandinaves, officiellement l'Ouest, et à la faveur du conflit ukrainien, s'est positionné pour défendre l'Ukraine, et donc la Finlande est punie d'une certaine manière par Moscou en disant on vous lâchera pas comme ça. Xavier Titelman. Il y a toujours un élément aussi, c'est que on voit avec l'Ukraine qu'ils essaient d'obtenir un effondrement structurel du pays par l'électricité. Donc logiquement, s'ils arrivent à saboter une centrale d'une manière ou d'une autre, c'est aussi un élément qui permettrait d'avoir des succès. Il ne faut aussi pas oublier qu'on est sur une centrale qui est un EPR, la centrale française. S'ils obtiennent des informations sur la centrale finlandaise, ça n'a rien à en obtenir pour les autres. À en taper sur la France. On se souvient des ciblages que la marine réalise, notamment vers les pays d'Europe de l'Ouest. Il y a quand même des documents, des fuites. Depuis 2013, ils s'entraînent à frapper les pays d'Europe de l'Ouest avec leur marine. Et on pense que c'est pour empêcher justement ce soutien qu'on pourrait apporter aux pays baltes et à la Finlande si jamais les Russes les attaquaient. Donc empêcher le fonctionnement de notre armée, de notre électricité, de notre soutien dans un deuxième temps, tout ça, ça va ensemble. Alexandre Melnik, un dernier mot là-dessus. Je crois que la Finlande aujourd'hui devient la cible privilégiée de l'espionnage russe. Tout simplement parce que la Russie n'a pas digéré l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. En 2023. Tout simplement, pendant longtemps, ce pays était considéré, sans être partie d'ailleurs de l'Union soviétique, à la différence des pays baltes. On disait même la finlandisation de ce pays. Tout simplement, c'est une sorte de neutralité, mais qui penchait quand même du côté de l'Union soviétique à l'époque. Et après, cette espèce de trahison de ce pays très proche géographiquement, et certaines parties de ce pays quand même proches aussi de la Russie, parce que la Russie a envahi une partie de la Finlande. Donc la Russie n'a pas digéré le fait que, contrairement au projet initial de Poutine de distancer l'OTAN par rapport aux frontières de la Russie, c'est au contraire ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est l'OTAN qui s'est reproché de la frontière de la Russie à cause de la Finlande et de la Suède qui ont décidé, face à ce danger russe, de rejoindre l'OTAN.